Un grand bonjour, chers amis de Radio Corse International et de Télépaèse, et c'est votre matinale de ce mardi 21 avril. Aujourd'hui au programme, nous allons retrouver notre invité qui sera Didier Grassi. On aura aussi de la philo aujourd'hui, et puis bien sûr l'information à la météo dans un petit moment avec Philippe Cham. Bonjour, salut à tous. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon lundi. Ouais, c'est mardi aujourd'hui, donc, et on poursuit notre semaine avec la matinale. On va jeter de suite un petit coup d'œil sur la météo du jour. Ça vous intéresse la météo, savoir s'il fait beau aujourd'hui, si la pluie est au rendez-vous ou bien le soleil. C'est Philippe Jam qui va être avec nous, donc pour la partie météo et la partie information de cette matinale. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le soleil devrait lutter avec les nuages, mais devrait quand même l'emporter, sauf dans l'intérieur de l'île, notamment le Cortenay, où quelques averses sont possibles. Le vent de nord-est sera parfois modéré dans le Cap Corse, il sera faible ailleurs, modéré de sud-ouest dans l'extrême sud de l'île. Quant aux températures maximales, elles seront sans grand changement. On relèvera en mi-journée entre 20 et 23 degrés sur le pourtour de l'île, 13 à 19 degrés ailleurs. Après que 3 voitures ont été détruites par le feu à Lévis, en Corse du Sud, une enquête pour destruction par moyens dangereux pour les personnes et transport de produits destinés à commettre une destruction par moyens dangereux a été ouverte par le parquet d'Ajaccio. Un premier incendie a détruit les 2 véhicules d'un couple. Le deuxième, un peu plus loin, la voiture d'un septuagénaire. Selon les premiers éléments de l'enquête, les incendies ont été déclenchés volontairement avec des mises à feu distinctes malgré la proximité des véhicules. 3 personnes ont été placées en garde à vue hier pour tentative de meurtre et modification de la scène de crime après la tentative d'assassinat d'un homme à Tomino dans la nuit du 18 au 19 avril. Blessé à la sortie d'un restaurant du village par balle, il est toujours à l'hôpital. Le centre d'accueil de nuit pour sans-abri de Tog à Bastia rouvre ses portes ce soir. Fermé il y a quelques jours, il avait laissé à la rue plusieurs SDF qui avaient l'habitude d'y trouver refuge. L'association Afra des Landes, n'ayant plus les moyens d'assurer la gestion du centre, faute de subventions, c'est l'ALIS, l'association d'accès au logement et à l'insertion sociale, qui va provisoirement le prendre en charge avant qu'un appel à projet soit lancé par la préfecture de la Haute-Corse. Après la mobilisation de militants de Nazione et de la Ligue des droits de l'homme contre l'expulsion programmée d'un homme de 58 ans d'un HLM quartier Saint-Jean à Ajaccio dimanche, les services du Centre intercommunal d'action sociale de la ville l'ont pris en charge pour lui trouver un hébergement. L'homme était entré illégalement dans un appartement inoccupé après avoir dormi durant plusieurs mois dans un garage et dans sa voiture. Mise en service en 1991, premier véritable cargo mix de la SNCM de l'époque, le Monté d'Or a été retiré des lignes de délégation de service public entre Marseille et la Corse après une dernière traversée dimanche soir entre l'île Rousse et le port phocéen. C'est le Capodimou, ancien calisté de la Méridionale, qui va prendre la relève sous les couleurs de Corsica Linea. Enfin, ce week-end des 25 et 26 avril, l'association des commerçants de Corté organise un grand carnaval dans les rues de la ville. Plusieurs animations sont prévues ces 2 jours, structure gonflable pour les enfants, école du cirque de Porto Vecchio, course des garçons de café, parade et chars. Merci Philippe, allez on vous retrouve avec votre invité Didier Grassi dans un petit moment. On s'en va faire un petit détour du côté de Compiègne et de Vincennes, donc pour les pronostics hippiques de ce jour, avec notre jeune Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Compiègne pour le Quintet. Je vais retenir le numéro 7, Priam du Bénil, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la 7e, le 2, Nova Genilou devrait l'emporter, tout comme dans la 8e, le numéro 16, Katia Delfa. Bon jeu à tous. Merci Rémi. En vous rappelant que les prochaines courses au niveau insulaire, ce sera sur l'hippodrome de Biguglia Casator et ce sera pour le 3 mai. Voilà, pour les amateurs. On se fait un petit horoscope pour poursuivre cette matinale.
Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, de la grande passion sera au rendez-vous, mais faites attention, ce n'est pas une passion qui va durer. Les taureaux, si vous faites preuve de courage et que vous vous appliquez dans certaines choses, vous pourrez être très heureux. Les gémeaux, même face aux événements imprévus, vous allez réussir à trouver des solutions qui sont adaptées à cette situation. Les cancers, vous allez certainement avoir besoin de temps pour réfléchir face à certaines situations qui peuvent être du genre dispute, incompréhension ou ce genre de choses. Prenez un temps de recul et de réflexion pour pouvoir analyser tout ça. Les lions, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles qui vont vous faire grandement plaisir. Les vierges, vous aurez des sorties de prévues avec des amis. Les balances, préparez-vous à certains événements assez imprévus qui peuvent vous apporter du grand bonheur ou venir justement bouleverser votre quotidien qui pouvait déjà vous rendre heureux jusqu'à présent. Les scorpions, vous pourrez être stressé par rapport à certains papiers ou certaines démarches. Soyez organisés, tout va bien se passer. Les sagittaires, vous allez vous sentir bloqué pour manifester de la nouveauté ou voire même vous appliquer dans un nouveau projet. Gardez patience et analysez. Les capricornes, vous allez avoir des nouvelles de la part de vos proches et particulièrement au niveau de la famille. Les verseaux, utilisez bien justement votre déduction, ça permettrait de faire tourner votre chance. Et enfin, les poissons, vous n'allez pas perdre de temps avec la médisance, les jaloux et les personnes mauvaises, vous allez couper court à toutes ces discussions. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir. Et le mardi, c'est de la philo et c'est Christophe Dicaro, notre philosophe, qui est au rendez-vous. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre une nouvelle fois cette philo-chronique sur RCI, Télépaèse et Stampa Paèse. Alors aujourd'hui, nous allons parler histoire. Histoire et fantasme, idée. L'histoire est-elle un mythe ? Alors c'est intéressant comme question puisque ça pose une autre question qui est plutôt relative au sujet, à l'être, à l'individu, qui est « voit-on le monde que tel que nous sommes ?» Autrement dit, notre réalité, est-ce qu'elle n'est pas le pur produit d'un fantasme et d'une idée qu'on projette ou est-elle vraiment le réel en soi ? Alors la réponse serait plus une réalité donc de substitution qui est déformée par le prisme de notre regard. Alors si on questionne l'histoire, l'historien, l'enquête, l'enquêteur dans son étymologie, l'histoire doit rechercher à travers des preuves, un petit peu à la mode du journaliste, mais un peu plus approfondie puisqu'on va creuser, etc., etc. On va creuser au sens propre comme au sens figuré. Eh bien, on va trouver des preuves qui vont relater d'une a priori réalité passée ou vérité passée. Or, le problème, c'est que il existerait peut-être autant d'histoires qu'il existe d'historiens. Parce que, et là c'est Paul Ricoeur nous en est témoin, il existerait un moi de l'historien. C'est-à-dire que ce moi qui va donc voir le monde et l'épreuve tel qu'il est lui, à travers son expérience, son passé, sa culture, sa langue, etc., etc., voire même ses traumatismes, et il va relater d'une réalité qui peut-être sera sensiblement la même que son voisin, mais un peu différente dans le choix des mots, dans l'interprétation de certaines choses, etc., etc., pour au final arriver sur des mêmes faits qui ont deux interprétations différentes, des mêmes preuves interprétées de deux façons différentes. Alors l'idée, c'est de savoir comment l'histoire que l'on retient, qui fait école, que l'on enseigne, eh bien, doit être la vraie histoire. C'est pourquoi, par exemple, dans une précédente réforme de l'éducation nationale, notamment dans l'enseignement de l'histoire, eh bien, on est revenu sur la notion de débat d'historien,
de conflits des mémoires, notamment au sujet de la guerre d'Algérie, qu'on appelait les événements fut un temps, et où différentes mémoires s'entrechoquent. L'OAS, d'un côté, les Harkis de l'autre, les Français voulant rester en Algérie, les Français d'Algérie, les Pieds Noirs, etc., etc. Donc il existerait, pour un même fait, là aussi, différentes mémoires qui relatent une histoire également différente. Donc l'idée du mythe est ici retenir quelque chose qui pourrait faire consensus, mais qui peut-être n'est pas le réel en soi, mais une réalité parmi tant d'autres qui a été choisie. Donc l'histoire est-elle un mythe ? Interrogeons-nous sur notre manière de voir le monde et peut-être nous aurons une réponse. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette philochronique sur RCI, Télépaèse et Stampa Paèse, et je vous donne quant à moi rendez-vous mardi prochain. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. Au programme, notre invité, ce sera donc Didier Grassi pour la sortie donc d'un livre hommage donc au 5 mai, Turchino Bianco e Nero, et c'est notre invité au micro de Radio Corse International et de Télépaèse, et donc je l'invite à le retrouver. Notre invité aujourd'hui, Didier Grassi, à l'occasion de la sortie de son livre témoignage, Turchino Bianco e Nero. Didier, bonjour. Bonjour. Alors, il y a 34 ans, le 5 mai 1992, Fourriane, il se préparait une belle fête à Fourriane, une demi-finale de Coupe de France face à l'Olympique de Marseille, qui dominait à l'époque le football français et même tutoyait les grands d'Europe. Hélas, la fête n'a jamais eu lieu, et donc à travers ce livre, vous partagez ce moment dramatique. Pour rappel, à l'époque, vous étiez sur RCI et également sur Europe 1 pour commenter justement les matchs. Oui, effectivement, j'étais sur RCI et d'ailleurs pour commenter ce match, en tout cas pour préparer la retransmission de cette rencontre, j'avais un certain Philippe Jam avec moi, à mes côtés, qui m'avait aidé à préparer cette rencontre. Et j'en parle d'ailleurs dans l'ouvrage. On avait rencontré les joueurs, on leur avait demandé de nous donner des titres de chansons qu'on avait passé tout l'après-midi sur la tribune. On s'était installé très tôt sur la tribune, effectivement. Je pense qu'on devait être les premiers à être présents sur la tribune de presse. Enfin, ceux qui étaient la tribune de presse, en fait, la dernière rangée de la tribune qui avait été construite, la tribune provisoire. Et donc, on était là-haut tous les deux à préparer cette rencontre. Mais effectivement, c'était une fête qui était attendue. Bastia n'avait pas retrouvé ce niveau-là depuis bien des années, après l'épopée de la Coupe d'Europe en 77-78, la victoire en Coupe de France en 81. Et donc là, on retrouvait enfin un Sporting avec de l'ambition dans cette Coupe de France, mais potentiellement aussi pour retrouver la première division, puisqu'on parlait de première division à l'époque. Alors, pour cette passion du Sporting, je suppose qu'elle est venue bien avant que vous soyez derrière un micro. Oui, elle est venue bien avant. Elle est venue dans les années 70, en 72 plus précisément, et justement lors d'une finale de Coupe de France, déjà contre l'Olympique de Marseille. J'ai ce souvenir-là, j'avais 8 ans à l'époque. Mon père nous avait donné un petit peu cette passion-là, puisqu'il avait lui suivi le quart de finale de cette Coupe de France 71-72 du côté d'Avignon, où le Sporting s'était qualifié. Et donc de 72, j'avais ce souvenir d'un petit garçon devant sa télé en noir et blanc, en pleurs, parce que le Sporting avait perdu injustement, bien évidemment, cette finale de 72. Et c'est là que le sang est déjà devenu bleu à ce moment-là. Alors pour restituer ce contexte de ce 5 mai, le Sporting cette année-là était en deuxième division, groupe B, parce qu'il y avait deux groupes à l'époque. Et il y a eu ce parcours remarquable en Coupe de France avec des éliminations de plusieurs grosses équipes, dont Nice, les demi-jurés. Dont Nice, effectivement. Et puis il y avait eu Toulouse également, qui jouait en première division. Et puis ce quart de finale à Bastia contre Nancy, avec ces arrêts de Bruno Valencogne, 3 arrêts successifs lors de la séance des tirs au but, qui nous avaient propulsés donc dans cette demi-finale. Et à chaque fois qu'on a échangé avec Bruno, quelque part, il dit finalement, j'aurais préféré ne pas arrêter ces tirs au but, en sachant bien évidemment ce qui s'est passé après, quoi. Alors, cette année-là, je crois que le GFCA aussi avait fait un beau parcours. Oui, le GFCA avait fait un beau parcours, et je commentais également les rencontres du GFCA dans cette deuxième division, puisque le GFCA évoluait en deuxième division également, et avait été éliminé en quart de finale par Saint-Étienne, par Monaco.
Le GFC avait éliminé Saint-Étienne. Saint-Étienne et avait perdu à domicile contre Monaco. Et donc, effectivement, on avait eu deux clubs corses qui avaient fait un beau parcours dans cette Coupe de France 71-72. Et donc arrive 91-92. 91-92. Et puis donc ce 5 mai avec cette demi-finale contre l'OM de Bernard Tapie et donc ce témoignage que vous apportez dans ce livre. Oui, ce témoignage, alors bon, je le dis souvent, pendant très longtemps, je n'ai pas réussi vraiment à m'exprimer publiquement sur ce qui s'était passé, en tout cas sur ce que j'avais vécu durant ce 5 mai 92. Et puis 20 ans après la tragédie, au moment où la Fédération française de football avait envisagé de jouer une finale de Coupe de France ce jour du 5 mai 2012, ça m'avait paru quelque chose de fou, et donc ça avait provoqué chez moi, comme chez beaucoup de personnes, et notamment du côté du collectif, auquel je n'appartenais pas à ce moment-là, un ressentiment de frustration, de colère même. Comment on pouvait envisager jouer une finale de Coupe de France le jour du 20e anniversaire de la tragédie. Et donc ça m'a libéré quelque part en termes de parole publique. Et puis j'avais rencontré aussi Richard Reichmann, qui signe d'ailleurs la postface de ce livre. Richard Reichmann, qui est anthropologue et psychiatre, et qui, lors d'une conférence qu'il avait donnée à l'IRA de Bastia, où je travaille, il avait parlé du 5 mai, puisque lui-même était présent. Il était jeune interne et il était venu donner un coup de main au centre hospitalier de Bastia. Et en échangeant avec lui, il m'avait dit que j'étais victime du syndrome du survivant, c'est-à-dire ce syndrome qui arrive souvent chez les personnes lorsqu'elles sont victimes d'une catastrophe, d'une tragédie, d'un attentat, et qu'on survit. Eh bien, on se pose des questions par rapport au fait que pourquoi moi j'ai survécu, pourquoi d'autres malheureusement sont décédés. À côté de nous, il y en a. Et voilà. Et tu le sais, Philippe, à côté de nous, on a malheureusement des journalistes, des animateurs qui sont décédés, qui ont eu beaucoup moins de chance que nous quelque part, parce que moi j'estime toujours que je suis chanceux dans cette affaire-là, puisque aujourd'hui je suis debout, je vis normalement, malgré les blessures assez graves que j'ai eues, l'hospitalisation longue que j'ai connue du côté de l'hôpital à Marseille. Tout ça fait que donc la parole s'est libérée. J'ai rejoint le collectif, on y reviendra, je suppose. Oui, on s'est battu. Donc ce livre, il débute quand en fait? Il débute, on en a parlé, il débute en 72. Donc justement, quand je parle de cette passion pour le sporting, et puis il retrace un petit peu tout ce qui s'est passé autour du 5 mai, donc avant, pendant, après, ce que moi j'ai vécu à titre personnel, et puis ce que j'ai vécu aussi à titre collectif, justement, avec les sœurs Gudicelli, avec Vanina Gudicelli, avec les autres membres du collectif, et puis un petit peu plus tard, avec la Soggiu Sporting Bastia 92. Alors, ce qu'il faut souligner, moi, c'est ce que je retiens de ce 5 mai, c'est qu'en fait, on était dans l'inconscience totale ce jour-là. Totalement. Parce que moi, je me rappelle toujours être descendu plusieurs fois et avoir vu ces blocs de bois sur les échafaudages. Voilà. Et on ne réalisait pas, en fait. On faisait entièrement confiance aux gens. Tout à fait. On était dans la liesse. On n'a même pas entendu, moi personnellement, je n'ai pas entendu le speaker qui disait ne tapez pas les pieds. On avait le casque sur les oreilles aussi. Oui, non, mais on était, je confirme ce que tu dis, effectivement. Et puis je me rappelle qu'on avait eu à échanger ensemble. On était dans la ferveur totale, on était quelque part dans l'inconscience. Maintenant, on peut le dire, parce qu'effectivement, lorsqu'on revoit les images et lorsqu'on lit les rapports, parce que moi je les ai lus attentivement, je pense qu'aussi bien toi que moi, on n'était pas des gens inconscients, mais sur ce coup-là, on l'a été aussi comme des centaines de personnes, et tu as raison, je pense qu'on a fait totalement confiance, parce que aussi on nous avait porté des discours de commission de sécurité, on avait vu des pompiers qui étaient présents, même si bien évidemment, et d'ailleurs les jugements l'ont dit, les pompiers ne sont pas responsables de ce qui s'est passé, puisqu'ils étaient là, eux, pour assurer la sécurité, mais pas en termes de structure. Et donc du coup, on était inconscients, on était dans la ferveur totale, et on a vécu cet événement, en tout cas jusqu'à la chute, comme étant
une grande fête du football corse. Alors justement, c'est une histoire très intime, personnelle, mais c'est également un hommage à tous ceux qui, ce soir-là, malheureusement, certains ne sont pas revenus. C'est essentiellement ça, hein, je le disais. Moi, pendant longtemps, je vivais mal justement mon statut de survivant parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi moi et pas d'autres. Et comme tu le disais, on avait à côté de nous des gens qui malheureusement ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Et d'autres qui sont dans des situations de handicap beaucoup plus importantes que ceux qu'on a pu connaître et que ce que j'ai pu connaître moi. Et donc, du coup, ce sentiment-là, bien évidemment, fait qu'aujourd'hui, à travers ce livre, mais à travers toutes les actions qu'on mène aujourd'hui encore avec le collectif, avec l'asso du Sporting 92, l'objectif, c'est justement de rendre hommage à toutes les victimes, celles qui ne sont plus parmi nous, mais celles qui ont été également blessées gravement, et les autres, parce qu'il y a eu aussi des blessés psychologiques. Oui, Richard Eichmann, dans son post-face dans le livre, le dit très bien. À l'époque, on pensait, et c'est normal, essentiellement aux blessés corporels, mais on avait oublié un petit peu parce que c'était pas quelque chose qui était d'actualité. Et d'ailleurs, la catastrophe de Fouriane a permis justement de prendre en compte aussi les ruptures psychologiques et les problèmes psychologiques qui sont nés de cette tragédie-là. Et donc, c'est rendre hommage effectivement à toutes ces personnes que d'écrire cet ouvrage qui, encore une fois, tu l'as dit, est quelque chose de personnel quand même. Un devoir de mémoire aussi. Et donc, on en parlait à l'instant, il y a eu ce très long combat pour obtenir la sacralisation du 5 mai. Ça aussi, ça a été un combat au quotidien. Oui, collectif. Objectivement, beaucoup nous disaient que c'était qu'on n'obtiendrait pas ce que l'on souhaitait, que jamais les autorités ne gèleraient une date dans un calendrier. Mais bon, voilà, on s'est accroché, on a utilisé tous les leviers. Il y a eu beaucoup de soutien aussi. Il y a eu énormément de soutien. Il y a eu énormément de soutien. Il y a eu cette première, cette pétition qui avait été signée, qui avait reçu plus de 40 000 signatures en quelques semaines. On a rencontré quasiment tous les présidents de clubs qui venaient jouer à Bastia. On a rencontré tous les ministres qui se sont succédés au sport pendant plus de 10 ans. On a rencontré des parlementaires. On a écrit à des candidats aux élections présidentielles. On en a rencontré certains. Donc vraiment, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et finalement, après un premier échec d'une loi qui avait été portée par le député Gandolf, eh bien, on a réussi quand même à faire bouger les lignes. Alors, à titre personnel, moi, j'aurais préféré que ce soit les autorités du football qui prennent la décision, sans qu'on passe par la loi. Parce qu'aujourd'hui, même si du côté du Sporting, du côté de la Ligue corse de football, d'ailleurs, on a signé une convention tripartite avec le Sporting sur les actions qu'on mène aujourd'hui, avec le collectif et l'asso du Sporting Bastia 92. Donc, même si de ce côté-là, la tragédie est intégrée dans l'histoire du football corse et dans l'histoire du Sporting, on se rend compte que du côté de la Fédération française de football, voilà, il n'y a pas grand-chose qui a été fait quand même. Alors, de temps en temps, là maintenant, depuis quelques années, il y a un petit message qui est mis sur les réseaux sociaux le 5 mai, mais pendant longtemps, il n'y avait absolument rien. Et aujourd'hui, la moindre des choses, ça aurait été quand même que la Fédération française de football, puisqu'elle était l'organisatrice à l'époque, puisse reconnaître ses erreurs. Et ça n'a jamais été le cas. Il y a à la Fédération française, où j'ai eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises, ou à Clairefontaine, où je me suis rendu également à plusieurs reprises, il n'y a même pas une petite plaque qui commémore cette tragédie qui reste quand même la plus grande catastrophe du football français. Et par contre, à Marseille, ça c'est Ah oui. grâce au président. Voilà, donc là on a quelque chose de très très fort parce qu'il y a des clubs qui ont souvent soutenu, alors des clubs et leurs supporters qui ont souvent soutenu la démarche du collectif notamment. Il y a eu Saint-Étienne bien évidemment avec ses supporters, mais il y en a eu d'autres également, Valenciennes, Lens, Metz et puis l'Olympique de Marseille qui était aussi acteur quelque part de cette tragédie puisque c'était l'équipe qui était opposée au Sporting. Là aussi on a souvent eu des contacts, mais ça a été compliqué d'aboutir sur quelque chose. Et là, force est de constater que le président Longoria, lorsqu'il est venu la première fois aux célébrations, il a été marqué, et moi je me rappelle le voir franchement marqué par ce qui se passait autour de la stèle. Et il est revenu à chaque fois, pendant 3 ans, il est venu aux célébrations, il a pris des engagements et il les a tenus. Il y a donc un espace aujourd'hui qui existe du côté du stade Vélodrome et qui est consacré avec une réplique de la stèle
Castel, qui est consacré à cette tragédie. Et ça, c'est un signe très très fort, parce que ça veut dire vraiment que la tragédie de Furian, ce n'est pas une tragédie corse-corse, c'est une tragédie qui a touché l'ensemble du football français. Et donc ça, c'est cette action et cet acte de l'Olympique de Marseille à travers son président de l'époque, c'est un acte fort qui nous a beaucoup marqué et qui nous marque encore beaucoup aujourd'hui. En première victoire, donc, c'est cette sacralisation. Mais vous continuez le combat, puisque chaque année, bien sûr, il y a des actions. Ça va débuter d'ailleurs dans quelques jours. Oui. Demain, déjà, avec la présentation Ouais. Ce soir, pardon, avec la présentation de votre livre. Et c'est vrai qu'il y a toute des animations pour sensibiliser le jeune public. Et on s'aperçoit quand même que les jeunes, ils savent ce qu'est le 5 mai maintenant, la plupart. Je crois que le devoir de mémoire, c'est ça. Je le dis dans l'ouvrage. Le devoir de mémoire, il sera maintenu tant qu'on aura des jeunes enfants de l'âge de 10 ans ou un peu plus importants qui sauront de quoi on parle lorsqu'on parle du 5 mai. Le devoir de mémoire, il passe par les enfants, il passe aussi par les adultes, il passe aussi par les supporters. Et l'un des grands succès aussi du collectif, ça a été de réussir à fédérer l'ensemble des supporters sur le continent, de tous les clubs, les ultras, comme on les appelle, qui se sont un petit peu appropriés aussi cette tragédie comme étant la leur aussi. Et ça, c'est un point extrêmement positif. Vous avez fait pas mal d'actions. Tout à fait. Dans différents Oui, villes, on est amené avec le collectif et dans le cadre du fonds d'action, qui est un fonds mis en place par la Fédération française de football à destination des centres de formation. On est amené à se déplacer souvent sur le continent, rencontrer. On a été à Saint-Étienne au centre de formation, on a été à Montpellier, on a été bien sûr à l'Olympique de Marseille, à l'ACA, au Sporting encore récemment. Et donc toutes ces actions-là nous permettent effectivement de faire comprendre ce qui s'est passé le 5 mai et surtout de faire passer des messages. Et j'en parle également dans le livre, que le football doit retrouver certaines valeurs qu'il a perdues ces dernières années dans un football qui est devenu plus un business qu'un sport. Et donc ça aussi, c'est des messages qu'on essaye de faire passer. Alors, il faut souligner que les bénéfices de la vente seront reversés au collectif. Hein. Oui, bien évidemment. Moi, l'objet même de cette parution, c'est pas de faire l'argent à titre personnel. J'en ai pas besoin d'abord, et puis même, c'est pas du tout l'objectif. Ce livre, il est né parce qu'à un moment donné, j'avais écrit certaines choses, mais à titre personnel, et puis en discutant autour de moi, en famille, avec des amis, certains m'ont dit, ça serait peut-être pas idiot de faire quelque chose qui puisse rester. Et donc, du coup, bien évidemment, il m'a semblé logique et utile aussi que les bénéfices, s'il y en a, j'espère qu'on arrivera à le vendre suffisamment pour qu'il puisse y avoir quelques bénéfices, ils seront reversés au collectif et à l'association Sporting Bastia 92. Didier, merci. On rappelle donc ce rendez-vous de ce mardi 21 avril à 18h à la médiathèque de l'Albor pour une rencontre autour de votre livre. Vous allez le présenter. Donc, merci beaucoup, Didier. Merci, Philippe. Voilà, je vous invite donc à vous procurer donc ce petit livre donc Turchini Bianchener, et puis de retrouver donc Didier Grassi ce soir donc au Centre culturel de l'Albor à Lupino donc pour la présentation de l'ouvrage. Voilà, on se refait un petit point sur ces titres de l'information avec Philippe Jam et on se retrouve juste après. 3 personnes placées en garde à vue hier pour tentative de meurtre et modification de la scène de crime suite à la tentative d'assassinat d'un homme à Tomino dans la nuit du 18 au 19 avril. Après que 3 voitures ont été détruites par le feu à Lévis, une enquête a été ouverte pour destruction par moyen dangereux pour les personnes et transport de produits destinés à commettre une destruction par moyen dangereux. Le centre d'accueil de nuit pour sans-abri à Tog à Bastia rouvre ses portes ce soir. Il avait été fermé il y a quelques jours faute de financement. Ce week-end des 25 et 26 avril, l'association des commerçants de Corté organise un grand carnaval dans les rues de la ville. Plusieurs animations sont prévues ces 2 jours. Météo, soleil et nuages en conflit ce mardi. Voilà, un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaèse et sur Radio Corse International. On va vous donner rendez-vous demain, même heure, même antenne. Tini de volte et à domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsa Internazionale, prima radio.